comme je suis quelqu'un qui vient de la psychologie, les exemples que je vais vous présenter sont évidemment très largement inscrits dans ce cadre-là. Alors j'ai essayé de déborder un petit peu et d'aller regarder si je trouvais des exemples d'utilisation de protocoles à cas unique dans le domaine de l'éducation. Il y en a. Alors ces exemples, évidemment, seront souvent à la frontière entre psychologie et sciences de l'éducation, donc je n'ai pas forcément des exemples très typiques en sciences de l'éducation. Et voilà, je m'en excuse d'avance. Alors pour commencer, donc, je vais essayer de vous présenter Donc l'usage des protocoles à cas unique dans la recherche de la plausibilité causale. Je reviendrai un petit peu évidemment sur ce qu'on entend par plausibilité causale. Le plan de mon intervention, très rapidement, je ferai une assez brève introduction. Ensuite, je vous parlerai de Batman. Alors, on verra pourquoi. On verra ensuite, j'essaierai de parler de la façon qu'on peut avoir de tester des hypothèses lorsque on a un effectif réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire un individu. Alors ici, quand on parle d'individu, il ne s'agit pas d'individu au sens propre, c'est-à-dire une personne en chair et en os, mais c'est une unité statistique. J'aurai l'occasion de redéfinir ce que c'est qu'une unité statistique. Je vous présenterai ensuite les différents protocoles à cas unique, et puis on verra comment essayer d'établir un lien de causalité avec ces protocoles à cas unique. Et puis en conclusion, je vous parlerai un petit peu de la force et des faiblesses, enfin des forces et des faiblesses qu'il peut y avoir à utiliser ce type de protocole. Alors, en guise d'introduction, juste faire une très rapide introduction sur des aspects de nomenclature en psychologie, mais c'est aussi le cas dans d'autres disciplines. Hein. On a souvent cette tendance à faire une distinction, alors ici une distinction qui est vraiment très caricaturale, entre des méthodes expérimentales et des méthodes non expérimentales. Alors cette ontologie, alors comme toute ontologie, elle peut être débattue, hein, elle peut être critiquable, mais ce qui est intéressant, c'est que cette ontologie, elle est directement en lien avec la question qui nous intéresse, c'est-à-dire celle de la causalité. Et ce qu'on retrouve, c'est que aussi bien dans les méthodes expérimentales que non expérimentales, on a des types de protocoles à cas unique qu'on retrouve dans ces deux grandes catégories. En l'occurrence, en psychologie, mais à nouveau c'est aussi vrai dans d'autres disciplines, ce qui va finalement différencier en termes de causalité et ce qui va distinguer les méthodes expérimentales de non expérimentales, c'est la qualité de l'inférence causale qu'on va pouvoir en faire. L'expérimentation constitue, en tous les cas en psychologie, constitue finalement l'espèce de gold standard, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on va pouvoir mettre en évidence des relations causales. Alors il y a une position assez radicale qui consiste à considérer que c'est même la seule méthode qui permet de mettre en évidence des liens causaux. À nouveau, c'est une position particulière, il y en a plein d'autres. Et on trouverait à l'autre bout de ce continuum, eh bien, par exemple, des méthodes comme la phénoménologie, où il n'est absolument pas question ici de mettre en évidence une quelconque causalité. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que l'utilisation de la méthode expérimentale et son utilisation précisément pour mettre en évidence des liens de causalité, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté et qui est encore beaucoup discuté dans la littérature. Je voudrais juste vous donner deux illustrations de ce débat à travers deux publications très récentes. Une publication de Ed Diener et de son équipe en 2022, je crois que c'était à la fin de l'année 2022. Alors c'est une publication qui résonne de façon un petit peu, comment dire, un petit peu particulière, puisque Ed Diener est décédé juste avant que cet article ne soit publié, donc c'est une espèce de legs posthume de sa part. Et dans ce papier, ce que disent ces auteurs, c'est que la méthode expérimentale en tant que telle n'est absolument pas à critiquer. Mais ce qui est critiqué dans ce papier, c'est la surreprésentation de la méthode expérimentale. Et dans les recherches en psychologie notamment. Et donc c'est un appel en quelque sorte à l'utilisation d'autres méthodes, à la combinaison d'autres méthodes. Et c'est surtout un appel qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est de l'attention qu'il faut porter à la cohérence entre la question que l'on se pose, qui peut être une question scientifique, qui peut être une question clinique, qui peut être une question pratique, et la méthode qu'on va mettre en place pour répondre à cette question. Donc l'important, c'est cette cohérence. Et puis un deuxième papier, qui à nouveau est juste une illustration, il y en a bien d'autres,
qui est assez récent, qui a été écrit par Michael Gortz et son équipe, donc qui date de 2020. Dans ce papier, les auteurs discutent de la réserve qu'il peut y avoir, ou qu'on observe, chez les chercheurs en psychologie, à tirer des inférences causales sur la base de preuves qui sont non expérimentales. Et donc ce que disent les auteurs dans ce papier, c'est que cette espèce de tabou de l'inférence causale en psychologie non expérimentale, eh bien ça a des conséquences, et en l'occurrence, ces conséquences, c'est que ça nuirait notamment à la conception même des études, ça nuirait à l'analyse des données, ça freine la recherche cumulative, le fait de toujours avoir en ligne de mire la mise en évidence d'un lien causal par la méthode expérimentale fait que, eh bien, dès qu'on est dans quelque chose qui n'est pas expérimental, eh bien, on a ce frein à la recherche cumulative qui serait mis en place. Donc deux papiers qui sont extrêmement intéressants dans cette discussion autour des méthodes qu'on peut et qu'on devrait utiliser pour mettre en lien une causalité. Alors ça renvoie aussi à une autre distinction sur laquelle je vais m'appuyer et qui permet de situer, comme je l'ai situé tout à l'heure, les protocoles à cas unique. Dans la première ontologie que je vous ai présentée entre méthode non expérimentale et méthode expérimentale, on a vu que les protocoles à cas unique, finalement, on peut les retrouver dans ces deux catégories. Maintenant, on peut approcher certaines questions, soit avec une approche nomothétique, soit avec une approche idiographique. L'approche nomothétique, c'est finalement quelque chose où, en gros, c'est des études de groupe, hein, pour faire très, très simple. Donc on va rechercher certaines régularités dans les conduites. Donc ici, l'individu s'efface pour laisser place, on va transcender les comportements, les attitudes individuelles, pour essayer de dégager des régularités au niveau d'un groupe. Donc ça ne prend absolument pas en considération les spécificités individuelles, et donc ça va amener à développer une espèce de compréhension normative d'un phénomène, donc à nouveau en transcendant cet aspect individuel. De l'autre côté, on a l'approche idiographique, où là, on a une focalisation précisément sur l'individu, à nouveau individu entendu ici comme une unité statistique, je redéfinirai après ce que j'entends par là, et là on va s'intéresser à l'expérience individuelle, généralement à une expérience individuelle dans un contexte ou dans des contextes particuliers. Et dans ce cadre-là, dans l'approche idiographique, il y a une prise en considération des différences interindividuelles et de la variabilité qu'on peut trouver au sein même d'un individu, donc de la variabilité intra-individuelle. Les protocoles à cas unique se situent résolument dans une approche idiographique. On pourra éventuellement dépasser un peu cette frontière et on verra qu'on peut travailler sur des groupes, mais ce sera souvent sur des groupes assez réduits en termes de taille effective. Alors après cette brève introduction, je voudrais vous parler de Batman. D'une part parce que c'est mon super-héros préféré, ce qui justifie en soi que je vous en parle. Pas forcément d'autres justifications à apporter. Après, Batman, alors c'est quelqu'un qui a eu une enfance un petit peu difficile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a eu des événements de vie un peu compliqués. Donc il a rencontré inopinément certaines bestioles comme des chauves-souris dans un lieu relativement inhospitalier, ce qui a occasionné une détresse assez importante chez Bruce Wayne. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, Batman c'est Bruce Wayne. Désolé, je révèle ça au grand jour maintenant. Il a vécu le décès prématuré de ses parents. Et donc, ce qu'on constate au niveau d'une symptomatologie chez Batman, c'est que voilà, il revit en permanence ces événements. Il y a une forme d'irritabilité chez lui, de la détresse, des difficultés à se concentrer, des crises d'anxiété. Il a des troubles anxieux généralisés, des crises d'angoisse sévères, des symptômes dépressifs. Alors les cliniciens qui sont dans la salle probablement auront reconnu que Batman, globalement, il souffre d'un syndrome post-traumatique. Donc ça, c'est avéré par Bob Kane et Bill Finger, qui sont les créateurs de Batman, et qui le disent très clairement dans un des premiers opus de Batman. Enfin bref, ça c'est pour les connaisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de Batman? On peut se dire, on va quand même essayer de régler son problème. Et donc, l'idée, c'est de l'adresser à quelqu'un, un psychologue par exemple, qui sera en capacité de le prendre en charge. Alors, psychologue spécialisé, parce que n'importe qui ne peut pas prendre en charge des super-héros, ça demande une formation supplémentaire.
si on veut prendre en charge le syndrome post-traumatique de Batman, eh bien, on a tout un arsenal thérapeutique à notre disposition. Donc des moyens interventionnels qui vont aller des thérapies comportementales et cognitives, de la prise d'antidépresseurs. On peut lui recommander une activité physique. Dans son cas, c'est peut-être pas forcément complètement nécessaire. Et puis, tout ça, ça nous amène quand même à nous poser une question, c'est, OK, on prend en charge quelqu'un, en l'occurrence ici un super-héros, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais finalement, à quelle aune je vais pouvoir évaluer que ma prise en charge fonctionne? C'est-à-dire que l'évolution que je vais constater dans son état de santé, comment est-ce que je peux, à un moment donné, m'assurer que, d'une part, il y a une évolution, et que d'autre part, cette évolution, elle est inhérente à la prise en charge que j'ai mise en place et pas autre chose. Alors pour faire ça, on pourrait envisager tout un tas de façons. Par exemple, on pourrait comparer l'évolution de la santé mentale de Batman à d'autres personnes qui souffrent de PTSD, pourquoi pas. On pourrait comparer à une population contrôle, pourquoi pas. On pourrait prendre des mesures régulières de l'évolution de sa symptomatologie. Imaginons qu'on ait une mesure globale de l'évolution de sa symptomatologie. On pourrait faire ça. Si on fait ça, eh bien, on commence finalement à entrer dans la notion de protocole à cas unique, c'est-à-dire qu'on va mesurer un individu, ici un super-héros, à plusieurs reprises dans le temps, et on va essayer de voir comment évolue un score donné. Imaginons ici que ce soit un score de symptomatologie de syndrome de PTSD. Si on fait ça, on peut commencer à avoir une idée de l'évolution de cette symptomatologie, sachant qu'on l'a pris en charge. Le problème qui est évident ici, c'est que même si on constate une évolution qui va dans le sens attendu, par exemple une réduction de la symptomatologie, eh bien, la façon qu'on vient d'utiliser pour essayer de faire un lien entre l'évolution de cette symptomatologie et la prise en charge que j'ai effectuée ne permet absolument pas d'attribuer cette évolution à la prise en charge ou à ma propre prise en charge, puisqu'il peut y avoir tout un tas de facteurs annexes qui peuvent expliquer cette évolution, et pas forcément la prise en charge. Donc il y a ici de toute façon une impossibilité d'une attribution causale, quelle qu'elle soit. Alors on peut essayer de faire un petit peu différemment. Non seulement on va prendre des mesures régulières, mais on va comparer Batman à lui-même. Qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, ça suppose finalement de séparer un petit peu notre protocole en deux grandes parties. Une première partie ici qui correspond à ce panneau A. Cette partie va consister à mesurer ce qui nous intéresse de façon complètement naturelle, c'est-à-dire sans qu'il y ait la moindre intervention. Et puis à un moment donné, symbolisé ici par cette ligne en pointillé, on va introduire une intervention, une variable indépendante, un facteur, peu importe, et on va regarder s'il y a un changement dans le pattern de données à partir de ce moment-là. Alors on commence à être un petit peu mieux équipé ici pour faire un lien entre la façon dont évolue un comportement dans le temps, alors comportement ici pris au sens très large, hein, on peut mettre plein de choses derrière, et l'introduction d'un facteur, d'une variable, d'un traitement, d'une intervention. Il n'en reste pas moins que, même si ici on vient de poser quasiment les grands principes de base des protocoles à cas unique, c'est-à-dire on a une mesure sans intervention, répétée dans le temps, et on a une mesure avec intervention, répétée dans le temps. Il n'en reste pas moins qu'en termes de causalité, pour l'instant, est-ce qu'on peut réellement conclure en termes de causalité? Ça, on le verra un tout petit peu plus tard. Alors à partir de cet exemple, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut tester des hypothèses, donc précisément quand on a un faible effectif, un seul individu, donc lorsque n égale 1. Alors juste peut-être avant de rentrer dans la description des protocoles à cas unique, il faut savoir que l'étude d'un phénomène particulier à partir d'un individu, pris en tant qu'unité statistique, c'est absolument pas récent. Il y a des choses qui datent de très très longtemps. On retrouve ça alors, en psychologie, notamment, on retrouve ça chez Ebbinghaus, un masochiste, dont je ne parlerai pas ici pour tout un tas de raisons. On trouve ça chez Freud et Brouwer en 1895, et puis bien sûr dans tout un tas d'autres, chez tout un tas d'autres auteurs qui ont utilisé quelque chose qui s'approche de ce qu'on appellera aujourd'hui les protocoles à cas unique. Donc étudier un phénomène particulier à partir d'un individu,
ça a été déjà utilisé. Ça regroupe un certain nombre de méthodes, et je vais ne parler aujourd'hui que des protocoles à cas unique. Je ne parlerai pas de l'étude de cas, par exemple, qui en fait partie. Alors, ce qui va distinguer finalement ces différentes méthodes, à nouveau, c'est la force des inférences. On a vu tout à l'heure que pour la méthode expérimentale, et par rapport à d'autres méthodes non expérimentales, on considère que la méthode expérimentale permet des inférences causales qui sont meilleures que pour les méthodes non expérimentales. Ici, c'est un peu pareil. On pourrait placer complètement à gauche de ce continuum où on a une propension meilleure à mettre en évidence un lien de causalité, ce qu'on appelle les protocoles à cas unique expérimentaux, que je décrirai dans quelques minutes. Et puis complètement à droite, ici, on aurait les études de cas. Alors précisément, on va voir maintenant, je vais commencer à décrire donc, ces fameux protocoles à cas unique, en commençant par de très grandes généralités, et notamment quelques éléments sur le contexte d'utilisation de ces protocoles à cas unique. Alors historiquement, ces protocoles ils ont été développés pour étudier expérimentalement ou pour analyser expérimentalement le comportement humain et le comportement animal aussi. Alors maintenant, on fait appel à ces protocoles dans tout un tas de contextes pour l'évaluation d'effets d'intervention de programmes divers et variés. Ça peut être des programmes de développement, d'éducation, de changement comportemental, de traitement, d'aide, etc. Et on peut l'utiliser dans différents cadres, aussi bien des cadres de recherche que des cadres cliniques, par exemple en rééducation, en suivi, en réadaptation, ou des situations appliquées, donc en milieu scolaire, organisationnel ou communautaire. Donc c'est vraiment des domaines d'application qui sont extrêmement larges. Deuxième grande généralité, et qui renvoie à la question qui nous intéresse peut-être plus spécifiquement aujourd'hui, qui est celle de la causalité, deux questions principales qui se posent. Lorsqu'on fait des études de groupe, la question de la validité interne d'un protocole d'observation et la question de la causalité, elle est assurée d'une certaine façon. Par exemple, dans la méthode expérimentale, eh bien, on peut manipuler des variables, on peut aléatoirement distribuer des participants dans des conditions expérimentales. Par conséquent, tous ces aspects-là permettent de garantir l'inférence causale. Tout ça, on ne peut pas le faire avec des protocoles à cas unique. Rappelez-vous, on a une seule unité statistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, une façon de s'assurer de la bonne validité interne ou de s'assurer d'une causalité, c'est d'une part d'évaluer de façon répétée une mesure, donc ce qu'on va appeler une variable dépendante, à travers différentes phases ou différents contextes, ou différents comportements, différents individus. Et ça, c'est vraiment un des principes de base, c'est cette évaluation répétée d'un phénomène qui nous intéresse. Et le deuxième aspect, c'est l'étude des modifications d'un pattern individuel à travers le temps ou à travers différents contextes. Toujours dans ces principes de base, donc l'idée ici, c'est que dans les protocoles à cas unique, donc l'individu, en tant qu'unité statistique, c'est l'unité sur laquelle va se faire l'intervention et c'est l'unité sur laquelle l'analyse des données va se faire. Un cas individuel, j'ai déjà eu l'occasion de le dire un petit peu, je vais le préciser maintenant, ça peut être évidemment un participant, mais ça peut être aussi un cluster de participants. Donc, par exemple, une classe d'une école, un couple, une diade quelconque ou une triade quelconque. Donc, c'est vraiment cette idée que ce qui va être étudié, c'est une unité statistique particulière. Deuxième aspect important, c'est le fait que le cas individuel, donc l'unité statistique qui nous intéresse, ait son propre contrôle. Alors, on verra ce que ça veut dire que d'être son propre contrôle, même si on a déjà commencé à comprendre un petit peu ce que ça voulait dire avec la présentation du cas de Batman. Et puis enfin, je le redis, donc la VD, la mesure qu'on prend du phénomène qui nous intéresse, eh bien cette mesure, elle est mesurée de façon répétée, à l'intérieur et au travers de différentes conditions, ce qu'on appelle aussi des niveaux, d'une variable indépendante qui, souvent, cette variable indépendante, représente juste un changement de phase. Donc on a vu tout à l'heure avec Batman qu'on pouvait avoir une première phase dans laquelle on va mesurer le comportement qui nous intéresse de façon tout à fait naturelle, et puis on va introduire un traitement, une intervention, une variable, un facteur, et on s'attend à ce que cette introduction modifie le pattern de données qu'on observe. Pour
terminer sur ces généralités, dans un protocole à cas unique, on a au moins une phase baseline. Une phase baseline, c'est une phase donc, pendant laquelle on va mesurer le phénomène qui nous intéresse de façon complètement naturelle, c'est-à-dire sans qu'il y ait la moindre intervention qui soit mise en place. Cette phase baseline, on considère qu'on doit avoir au moins 3 points de mesure, 3 temps de mesure dans cette phase baseline. Alors, on verra tout à l'heure que c'est une préconisation qui avait été faite dans les années, fin des années 2000, début des années 2010. Actuellement, on est plutôt sur une base un peu plus élevée à un minimum de 5 points. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. On a au moins une phase d'intervention, c'est-à-dire une phase pendant laquelle il y a quelque chose qui est mis en place et qui est censé modifier la mesure du comportement qui nous intéresse. Là aussi, minimum 3 points, on est plutôt sur 5 points actuellement. Alors l'intérêt, quand on a ces 2 phases, eh bien, c'est que puisque la phase baseline mesure le comportement sans qu'on ait d'action dessus finalement, eh bien, cette phase baseline permet d'établir une prédiction sur comment le comportement devrait évoluer si on reste en l'état. Et on pourra donc comparer la prédiction qui est faite au pattern réellement obtenu une fois que l'intervention est mise en place. Alors si ça, c'est pas tout à fait clair, rassurez-vous, je vais en reparler dans quelques minutes. Très rapidement, un principe classique donc, dans les protocoles à cas unique, et Nicolas Calcagni tout à l'heure reviendra probablement dessus, c'est qu'on va représenter de façon tout à fait usuelle les données sous la forme d'un graphique, et une partie de l'analyse des données consistera justement à analyser visuellement ces graphiques. Alors, la représentation graphique des données, elle obéit vraiment à une espèce de cadre tout à fait clair et qui est systématique, où on va avoir donc sur l'axe des ordonnées la VD, c'est-à-dire la mesure du comportement qui nous intéresse, ou du phénomène qui nous intéresse. Donc ça peut être, je sais pas moi, l'évolution de la compréhension d'un texte en français, pourquoi pas. Sur l'axe des abscisses, c'est le temps. On va avoir la mise en place d'une première phase, donc à nouveau qu'on appelle baseline, c'est une phase dans laquelle il n'y a pas d'intervention, on regarde le comportement, on mesure ce comportement sans intervenir de façon complètement naturelle. Et puis à un moment donné, on va mettre en place une nouvelle phase où là on va introduire une modification, un traitement, une intervention, une VI, un facteur, qui est supposé modifier le pattern de données. C'est la phase qu'on appelle avec intervention. Alors vous trouverez aussi phase A, phase B, c'est un peu la même chose. On peut avoir des données manquantes, hein, comme on peut l'avoir dans les études de groupe. Donc ça, c'est vraiment la situation, le formalisme classique de représentation des données issues de protocoles à cas unique. Alors, des protocoles à cas unique, finalement, on pourrait, là aussi, de façon peut-être un petit peu caricaturale, considérer qu'il y en a de 2 types, des protocoles quasi-expérimentaux et des protocoles individuels expérimentaux. Les caractéristiques de ces protocoles, on va retrouver les mêmes caractéristiques pour les 2 types, pour les 2 grandes catégories de protocoles. Donc, que ce soit pour les protocoles individuels quasi-expérimentaux ou expérimentaux, on a une évaluation répétée de la mesure au cours du temps à travers de plusieurs phases, généralement des phases baseline et intervention. Une chose qui est importante à considérer lorsqu'on va choisir la mesure du phénomène qui nous intéresse, c'est de bien avoir en tête que cette mesure doit au moins, doit avoir des qualités psychométriques qui sont assez rigoureuses. Et en l'occurrence, il est absolument nécessaire que la mesure soit d'une part valide et d'autre part fidèle. C'est relativement important, alors je n'aurai pas le temps de développer cet aspect-là aujourd'hui, on pourra éventuellement tout à l'heure en reparler au moment de la table ronde ou lors des questions, mais c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Les protocoles à cas unique, qu'ils soient quasi-expérimentaux ou expérimentaux, comportent 2 phases, chaque phase comportant 3, plutôt 5 actuellement, points de mesure, et pour ces protocoles, à nouveau, l'individu est son propre contrôle. En ce qui concerne les protocoles individuels expérimentaux, il y a quelques caractéristiques supplémentaires. La première, c'est que pour être considéré comme étant un protocole individuel expérimental,
eh bien, ce protocole doit permettre de répliquer l'effet à travers différentes phases, différents participants, différents contextes ou différents comportements. Et pour qu'un protocole individuel soit qualifié de protocole individuel expérimental, il est nécessaire aussi que ce protocole puisse permettre de contrôler des variables parasites qui pourraient expliquer pour quelles raisons on a des fluctuations au niveau de notre pattern de réponse. Voilà. Dans les protocoles individuels quasi-expérimentaux, la plupart du temps, on va considérer qu'une conclusion en termes de relation causale entre la mise en place d'une intervention et l'évolution qu'on va constater sur un pattern de mesure, eh bien, cette conclusion en termes causal est impossible. Alors là-dessus, il y a des débats assez sévères. Notamment, je vous présenterai tout à l'heure un avis un petit peu opposé de la part de quelqu'un qui s'appelle Ruben Manoloff, qui propose que dans certains cas, on puisse quand même considérer qu'il y a une réelle causalité. Les protocoles individuels expérimentaux permettent, mais à nouveau c'est sous certaines conditions, d'établir un lien de causalité. Je reparlerai de ces conditions dans un petit moment. Alors voilà pour cette première présentation des protocoles à cas unique. On va voir maintenant quels sont les différents protocoles à cas unique. Alors je vais vous en présenter quelques-uns, je vous ai fait la liste ici, donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vais tout de suite passer à la présentation de ces protocoles, en commençant par le plus simple, qui est un protocole quasi-expérimental, donc ce qu'on appelle le protocole AB. Alors le protocole AB, c'est vraiment le protocole le plus simple qu'on puisse mettre en place, quasiment. On a son pendant dans les études de groupe, c'est pré-test, post-test par exemple, ou avant-après, ce type de choses. Donc un protocole AB va comporter une phase baseline, une phase intervention. Évidemment, puisqu'il y a une seule phase baseline, une seule phase d'intervention, il n'y a pas de randomisation ou de réplication des phases possible. C'est tout à fait logique. On a évidemment, puisqu'on a uniquement ces deux phases, on a un contrôle qui est très limité sur la validité interne et donc sur les menaces à la validité interne dans ce type de protocole. Il n'y a pas de généralisation possible et on considère que la causalité est impossible à établir, même si à nouveau c'est relativement débattu dans la littérature. Je vous présente juste un exemple d'un protocole AB. Alors, c'est tiré d'une étude qui a été réalisée par Fischer et Braun en 2017. C'est un protocole qui visait à réduire la fréquence des agressions, aussi bien physiques et verbales, chez un patient qui était atteint de la maladie de Huntington. Et donc, ce qu'ont mis en place Fischer et Braun, c'est une intervention donc, sur une durée de 7 semaines, avec un protocole de modulation sensorielle. Alors, je suis désolé parce qu'il manque le dernier point là-bas sur le graphique tout en bas. Coupure qui a été un petit peu intempestive, probablement hier soir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, ce qu'on a là, c'est ce qui est mesuré donc, dans la phase baseline, c'est-à-dire c'est le nombre d'agressions totales dans une semaine. Et on voit que ce nombre d'agressions, il fluctue. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une démonstration de ce comportement sans qu'il y ait la moindre intervention, c'est-à-dire la façon dont il s'exprime naturellement, ce comportement. Et puis ici, eh bien, il y a la mise en place du protocole de modulation sensorielle et on observe une modification du pattern. Alors cette modification du pattern, elle va dans le sens attendu puisque c'est une diminution du nombre d'agressions, mais quoi qu'il en soit, on pourrait difficilement déterminer si ce pattern est vraiment lié à l'intervention ou si ce sont d'autres facteurs qui peuvent expliquer pour quelles raisons on observe ce pattern. Deuxième type... ça ne marche plus. Deuxième type de protocole, ce qu'on appelle les protocoles avec retrait. Alors on va voir deux types de protocoles avec retrait. Un protocole avec retrait qui s'appelle ABA. On n'est pas très loin d'un petit groupe bien connu des années 70 ici. J'avais prévu de passer une petite chanson à ce moment-là, mais on n'a que 45 minutes, donc on n'aura vraiment pas le temps. Les protocoles ABA sont des protocoles qui sont des protocoles quasi-expérimentaux. Dans ces protocoles, alors pourquoi ça s'appelle avec retrait? Parce qu'il y a un retrait, et en l'occurrence ici le retrait c'est un retrait de l'intervention. On le voit sur le graphique ici, on a
comme dans un protocole AB, une première phase dans laquelle on va mesurer le comportement qui nous intéresse tout à fait naturellement, donc sans mettre en place la moindre intervention. Puis on met en place une intervention, et enfin, au bout d'un moment, on va retirer cette intervention. Alors ce type de protocole, il peut poser des problèmes éthiques, notamment lorsqu'on essaie de mettre ça en place dans une pratique clinique ou ce type de choses. Retirer une intervention alors qu'elle n'est pas terminée, éthiquement et déontologiquement, c'est assez difficile à faire lorsqu'on est dans un travail clinique ou même dans un travail pratique. Donc c'est essentiellement utilisé dans une visée de recherche. Attention à ne pas confondre, il faut distinguer les plans ABA des plans AB où on a un suivi. C'est-à-dire que dans un plan ABA, le moment où on va arrêter l'intervention, ce moment-là, il est décidé aléatoirement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de l'intervention. Dans un plan AB avec un suivi, l'intervention est finie. C'est-à-dire qu'on va au bout de l'intervention. Si l'intervention est censée durer 7 semaines, ce qui était le cas ici par exemple dans l'exemple que j'avais présenté avant dans le protocole AB, eh bien on va au bout de ces 7 semaines. Donc l'intervention est finie. Et puis on va mesurer, soit immédiatement, soit à distance, s'il y a un maintien de l'effet de l'intervention. Donc c'est complètement différent d'un protocole ABA où là on arrête l'intervention de façon complètement aléatoire sans qu'elle soit terminée. Donc il y a un véritable retrait de l'intervention. Dans ces plans avec retrait, on a une deuxième forme de plan qui entre cette fois dans cette catégorie des protocoles expérimentaux. Alors pourquoi? On va le voir tout de suite. La différence entre le plan que je vous ai présenté précédemment et celui-ci, c'est qu'ici, il y a une alternance des phases baseline et intervention. Cette alternance, on va le voir, elle peut se faire soit par bloc, soit de façon complètement aléatoire. Un plan ABAB, ça nécessite l'alternance d'au moins 2 phases baseline et 2 phases intervention. Donc on a au moins 4 phases, et ça va nous permettre, alors sous certaines conditions, dont je parlerai un petit peu plus tard, de conclure à une relation causale. Un plan avec retrait ABAB, ça ressemble à ça. Une première phase baseline, une première phase baseline, une phase d'intervention, un retrait de cette intervention, et puis à nouveau une intervention. Alors il y a de très très nombreuses combinaisons possibles pour augmenter la qualité de la relation causale. Alors on peut par exemple augmenter le nombre de phases. Donc ici, on a, je n'ai pas compté, 8 phases, je crois, où on a une alternance des phases A et des phases B. Et donc ça permet d'augmenter un petit peu la qualité de la relation causale. On peut augmenter le nombre de phases et randomiser les phases par bloc. Donc ici, on a des blocs différenciés, ABB, 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 donc il y a cette forme de randomisation. Et puis on peut, autre solution, c'est à nouveau augmenter le nombre de phases, mais cette fois une randomisation aléatoire des phases au cours du temps. Alors, je ne sais pas si je suis clair, j'espère qu'on aura l'occasion d'éclaircir certains points si certains ne sont pas clairs. Autre façon de faire aussi, pour toujours améliorer la qualité de la relation causale, il est tout à fait possible d'introduire différents traitements dans les plans avec retrait. Donc ici, on a 2 types de traitements, un traitement B et un traitement C qu'on va alterner. On peut l'alterner par bloc de façon aléatoire. Et ça va renforcer un petit peu la capacité qu'on va pouvoir avoir à mettre en évidence un lien de causalité entre l'évolution qu'on constate sur les patterns de réponse et l'intervention qui va cibler le comportement qui nous intéresse. Alors c'est juste un exemple, ça, de l'utilisation de ce type de plan. Donc c'est une étude qui a été réalisée par Hawkins et collaborateurs en 2007. C'est un protocole dans lequel les auteurs visaient à améliorer les temps de transition entre les cours chez des élèves de collège, donc qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux, donc des troubles assez importants. Et ici, l'unité statistique sur laquelle portait l'étude, c'est une classe de 18 élèves qui donc, souffrent de troubles émotionnels et comportementaux. Et donc, l'intervention qui a été mise en place, c'est une méthode de gestion par contingence de groupe. Alors, je ne vais pas décrire ici la méthode en question, mais voilà ce qu'on voit au niveau des résultats. Dès qu'on met en place l'intervention,
Ici, pardon, ce qu'on a, c'est le pourcentage d'élèves donc dans l'unité statistique qui est prêt à l'heure pour commencer un nouveau cours. Et ce qu'on voit, c'est que l'intervention, elle semble fixer le pourcentage à un plafond qui est de 100%. Donc tous les élèves semblent relativement prêts, à part quelques exceptions près. Et donc là, c'est un exemple particulier de l'utilisation de ce type de protocole. Autre protocole, c'est ce qu'on appelle le protocole avec alternance de traitement. Alors ce type de protocole, la particularité qu'il a, c'est précisément d'alterner différents traitements, différentes interventions, plus ou moins rapidement. Et cette alternance, elle peut avoir lieu soit au sein d'une même session, ce qui est relativement rare, soit entre les sessions. Ces protocoles avec alternance de traitement, généralement, ils n'ont que deux phases, une phase baseline, une phase intervention. C'est des types de protocoles où le nombre de points de mesure doit être très important, notamment en phase d'intervention. Puisqu'on a plusieurs interventions qui vont être mises en place, eh bien, il faut qu'on ait un nombre de mesures au cours du temps qui soit suffisamment élevé pour bien distinguer l'effet potentiel de ces interventions. Évidemment, quand on a plusieurs interventions, 2 minimum, de toute façon, au-delà de 3, on commence vraiment à avoir des soucis d'interprétation, mais quand on a différentes interventions qui vont être concomitantes ou qui vont se suivre, eh bien, il faut faire attention à des effets d'interférence possibles, que ce soit des effets d'interférence proactifs ou rétroactifs. Alors, un exemple d'utilisation de ce type de plan, c'est une étude qui a été réalisée par Seal et collaborateurs en 2013. Donc c'était sur une fillette de 4 ans qui avait subi des brûlures au 2e, au 3e degré dans différentes parties du corps. Et donc, comme on peut l'imaginer, c'était assez difficile de l'habiller et de la déshabiller. Donc il y a une mise en place d'un protocole qui a été utilisé, avec 2 formes d'intervention qui ont été testées. Une intervention de distraction passive, où la fillette elle devait juste regarder une démonstration de jeux vidéo, et une intervention de distraction active, où là la fillette jouait réellement aux jeux vidéo. Et donc ces deux types d'interventions étaient alternés dans cette phase d'intervention. Et ce qu'on essaie de regarder, c'est est-ce qu'il y a une distinction qui se fait en termes d'évolution du pattern entre la phase baseline et la phase d'intervention. Et cette distinction, est-ce qu'elle est inhérente aux différentes interventions qui ont été mises en place. Avant-dernier protocole que je vous présenterai, c'est le protocole à critères changeants. Ce protocole à critères changeants, lui aussi, généralement, il comporte 2 phases. Dans ce type de protocole, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un critère qui vise à renforcer un comportement qu'on souhaite faire adopter. Et on va modifier le critère de renforcement au cours du temps. Donc chaque fois que le critère va être atteint et que le comportement voulu va se stabiliser, eh bien on va faire évoluer le critère jusqu'à arriver au comportement attendu. Donc ça va permettre d'augmenter l'ampleur du changement comportemental, et la modification du critère, comme je viens de le dire, intervient uniquement lorsque le changement est stable. Alors, je vous donne un exemple, c'est une étude qui a été réalisée par Luiselli en 2000 donc c'était un enfant qui s'appelle Sam qui refusait de s'alimenter. Et donc ils ont mis en place un traitement basé sur le renforcement d'un critère réponse qui augmente. En l'occurrence, ce qui est mesuré ici, c'est le nombre de cuillères que Sam porte à sa bouche. Et donc il y a un critère qui est donné et qui va augmenter tout au long de la phase de traitement. En gros, Sam, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il porte le nombre de cuillères demandées à sa bouche, il a le droit de jouer avec son jouet favori. Et son jouet favori, il n'est finalement accessible que s'il remplit le critère. C'est assez cruel, finalement, comme situation, mais bon. Luiselli est en prison, d'ailleurs, depuis. Bon, c'est une blague, il va très bien. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que... Donc ça, c'est la phase baseline. Sam ne s'alimente absolument pas. Et ce qu'on constate, c'est que, au fur et à mesure,
il y a une meilleure alimentation qui se fait. Et donc, chaque fois que le critère est atteint et qu'il se stabilise, alors stabiliser ici, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, le critère est atteint, eh bien, on va changer ce critère de telle sorte à augmenter et à renforcer le comportement voulu. Enfin, dernier type de protocole dont je parlerai, c'est les protocoles à ligne de base multiple. Alors, les protocoles à ligne de base multiple, ils peuvent être de différents types. On peut avoir des protocoles à ligne de base multiple à travers les participants, à travers les contextes et à travers les comportements. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers les participants, pardon. Je sens que j'accélère là, mais parce que je suis en train de voir le temps qui file. À travers les participants, ça veut dire qu'il y a une même intervention qui va être mise en place, mais qui est appliquée à plusieurs participants. Et les participants, ils sont censés être exposés aux mêmes conditions initiales. Alors ça, évidemment, il faut essayer de s'en assurer. Les plans à ligne de base multiple à travers les comportements, ça suppose qu'on va mettre en place une même intervention qui va être appliquée à des moments différents. Et ce sont des interventions appliquées à des comportements cibles qui sont indépendants chez un seul individu. Donc plusieurs comportements qui sont censés être indépendants. Et puis enfin, à travers les contextes, là aussi, on va avoir l'application d'une intervention donnée à des moments différents. Mais cette fois, bien qu'elle soit appliquée à un seul participant, c'est un participant qui va être placé dans des contextes différents. Et donc, généralement, là, on va se centrer sur un seul comportement cible. Alors, ces protocoles lignes de base multiples, en réalité, ils peuvent être vus comme une série de protocoles AB, ni plus ni moins, si ce n'est que l'introduction de l'intervention, au lieu de se faire au même moment pour chacune des unités statistiques, eh bien, cette introduction, elle va être aléatoirement distribuée dans le temps, pour chaque unité statistique. Alors, je vous donnerai un exemple tout de suite après. Et donc ça permet d'estimer l'effet de l'intervention à un niveau intra-individuel, ou intra-contexte, ou intra-comportement, et à un niveau inter-individuel, ou inter-contexte, inter-comportement. Alors l'intérêt de ces plans, c'est que ce sont des plans qui sont extrêmement flexibles. Ça permet de répliquer les effets au travers des différents participants, contextes, comportements, et il n'y a pas de retrait de l'intervention, donc on est vraiment sur des choses qui sont non seulement d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue éthique, qui sont relativement efficaces et très rigoureux. Alors, Nicolas ou Marc en parleront peut-être tout à l'heure, le traitement des données issues de ce type de protocole, c'est un petit peu plus complexe que le traitement des données d'un simple protocole AB ou d'un protocole ABA. Donc bon, parfois c'est pas si facile que ça. Alors juste pour vous donner un exemple, le principe, à nouveau je vous rappelle, un principe général, c'est vraiment l'introduction de l'intervention à différents moments dans le temps. Alors imaginons qu'on ait ces trois individus à prendre en charge, donc Batman, Spider-Man et Hulk. Pour ma part, je vous laisse Hulk. Je ne suis pas sûr que les autres soient plus faciles. L'idée est la suivante. Imaginons que ce qu'on cherche à réduire, à travers une intervention qu'on va mettre en place, c'est le pourcentage de mobilier urbain détruit à chacune de leurs interventions. Pourquoi pas, après tout. Et donc, on va essayer de mettre en place une intervention qui permet précisément de faire en sorte que ça diminue, ce pourcentage de mobilier urbain détruit à chaque intervention. Donc chez Batman, eh bien, on va d'abord regarder ce qui se passe dans une première phase, quel est le pourcentage de mobilier urbain qu'il détruit à chaque fois qu'il sort de sa caverne, et puis on va mettre en place l'intervention. Ici, l'intervention, elle intervient à T6. Chez Spider-Man, elle intervient à T10, et chez Hulk, elle intervient à T15. Alors l'intérêt qu'il y a à aléatoriser dans le temps le moment où on met en place l'intervention, c'est on conserve toujours évidemment la possibilité de regarder ce qui se passe au niveau intra-individuel, c'est-à-dire comment évolue le pattern de réponse à partir du moment où j'ai mis l'intervention en place par rapport à la phase baseline, mais on va aussi pouvoir regarder ce qui se passe au niveau inter-individuel. L'idée étant que si l'intervention a une efficacité, c'est-à-dire si elle modifie le pattern comportemental ici, eh bien, chez Spider-Man, ici par exemple, où l'intervention n'a pas encore été mise en place sur ces temps-là, on devrait avoir une différence entre le pattern qu'on observe ici et le pattern qu'on observe chez Batman, chez qui l'intervention a déjà été mise en place. Alors, évidemment, ça demande des unités statistiques qui sont relativement homogènes, sinon ça ne marche pas. On peut faire évidemment la même chose avec Hulk, et donc on va pouvoir regarder ce qui se passe aussi bien au niveau interindividuel qu'au niveau, aussi bien au niveau intra-individuel qu'au niveau interindividuel. Très
très brièvement, un exemple, vraiment très très brièvement, c'est un protocole qui a été utilisé par Chen et Lindo en 2018 pour améliorer la concentration des jeunes élèves sur certaines activités. Ici, l'unité statistique, c'est une dyade, c'est-à-dire c'est un couple enseignant et élève. Alors les enseignants, ils avaient été formés à l'interaction par le jeu et puis on leur avait donné des connaissances sur les capacités cognitives des jeunes enfants. Et donc on voit ici que l'intervention elle a été mise en place à différents moments pour chacune des dyades. Et donc on va pouvoir regarder ce qui se passe, ils ont regardé ce qui se passe en termes d'évolution du pattern de données bien, au niveau intra-individuel et au niveau interindividuel. Pour terminer, quasiment, comment est-ce qu'on va établir un lien causal dans les protocoles à cas unique? Bon. Alors, il y a un certain nombre de critères qui ont été édictés et qui permettent de déterminer s'il existe une relation entre une VI, c'est-à-dire l'intervention qu'on met en place, l'intervention au niveau très large, hein, ça regroupe différentes acceptions, et une VD, c'est-à-dire la mesure qu'on prend de notre comportement. Premier élément, c'est que l'intervention, la VI, elle doit être manipulée. Alors comment est-ce qu'on manipule une VI ici? Le plus simple, c'est de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est le chercheur ou le clinicien ou praticien qui va déterminer quand et comment les conditions de la VI changent. C'est-à-dire à quel moment je vais introduire cette VI et quelle est la nature de ce traitement ou de cette intervention. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la mesure, ou les mesures, il peut y en avoir plusieurs, elles doivent être mesurées systématiquement par plusieurs observateurs ou par un observateur qui est aveugle aux hypothèses de l'étude. Donc ça serait une condition sine qua non pour pouvoir avoir une meilleure qualité dans l'approximation qu'on va faire de la relation causale qu'il y a entre notre intervention et la façon dont évolue notre pattern de données. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile à mettre en place, ça. Nous, c'est une préconisation. Troisième élément, c'est que l'effet de l'intervention, elle doit être démontrée à 3 reprises dans le temps, ou à travers les phases, ou à travers les contextes, ou à travers les comportements. Quatrième élément, et Nicolas et Marc, qui interviendront après, en parleront beaucoup mieux que moi, c'est qu'on doit présenter un certain nombre d'informations pour attester de ce lien. En particulier, on doit présenter des informations sur la cohérence de niveau entre les différents patterns de données qu'on observe dans les différentes phases, des informations sur la tendance, sur la variabilité qu'il y a au sein de chaque phase, et puis d'autres formes d'informations sur l'immédiateté de l'effet, sur la proportion de chevauchement ou de non-chevauchement des données qu'il y a entre les phases, la cohérence des données au travers des phases, et puis la comparaison entre des patterns observés et attendus de la VD. Et enfin, dernier point, eh bien, dans la mesure du possible, il faut examiner ou prendre en compte les différents facteurs externes qui pourraient expliquer le changement qu'on observe au niveau de nos patterns de données. Alors j'ai conscience que je vais très vite ici, hein. Je m'en excuse. En conclusion, un point important à souligner, c'est que ces protocoles à cas unique n'ont absolument pas vocation à se substituer à d'autres méthodes. Au contraire, c'est probablement dans la combinaison des méthodes qu'on arrivera le mieux à comprendre un phénomène qui nous intéresse. Ça ne s'oppose absolument pas à d'autres méthodes. Donc vous trouverez dans la littérature des papiers qui clairement proposent une opposition entre des méthodes. Pour ma part, je suis intimement convaincu que ce n'est absolument pas comme ça qu'on doit considérer les protocoles à cas unique, ni n'importe quelle autre méthode. Ça doit être une combinaison de méthodes. Et à nouveau, je reviens au papier de Diener qui fait appel à l'intelligence qu'on peut avoir à mettre en cohérence la méthode et la question. Donc pour répondre à une question, ce qu'il nous faut, c'est choisir la meilleure méthode ou la meilleure combinaison de méthodes qui permet de répondre à la question. Donc il n'y a pas intrinsèquement des méthodes qui sont bonnes, des méthodes qui ne le sont pas. Il y a simplement une bonne adéquation entre la question qu'on se pose et la méthode qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Les protocoles à cas unique, ils permettent d'approximer des relations causales sous certaines conditions, on l'a vu. Alors quelle est la force des protocoles à cas unique? D'une part, il y a une évaluation de l'efficacité de l'intervention dans des contextes, dans différents types de contextes, de recherche, clinique, appliquée, où parfois on peut avoir du mal à utiliser
pour différentes raisons. Hein. Par exemple, sur les maladies rares, c'est difficile d'avoir des groupes très importants d'individus, donc peut-être qu'il vaut mieux essayer de réfléchir à mettre en place des protocoles un petit peu moins ambitieux et qui permettent de répondre à certaines questions. Ça permet une analyse très fine de l'effet d'un facteur sur l'évolution des patterns individuels de réponse. Et puis, finalement, il y a une adaptation facile du protocole au contexte et aux spécificités des participants. Puisqu'on a des unités statistiques qui sont relativement restreintes, eh bien, on va pouvoir très facilement s'adapter aux particularités, aux caractéristiques de ces unités statistiques. Alors, il y a quelques faiblesses quand même, hein, bien entendu. D'une part, ça a une validité externe qui est limitée. Hein. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, il faut essayer de répliquer les résultats obtenus dans les protocoles, de faire converger les résultats. Deuxième faiblesse, c'est le caractère répété de la mesure. Évidemment, il y a une forte possibilité de vulnérabilité à des fluctuations et de réactivité de la mesure. Si vous avez une mesure qui est assez peu valide ou peu fidèle, ou bref, qui est sensible à tout un tas de variations au cours du temps, c'est un petit peu difficile d'avoir des patterns qu'on va pouvoir interpréter. Et puis, selon le type de protocole, on peut avoir une validité interne qui est limitée. Par exemple, si on a une intervention qui modifie le comportement de manière irréversible, dans un plan AB-AB, vous regardez ce qui se passe en phase baseline, vous mettez en place l'intervention, puis quand vous retirez l'intervention, si la modification est pérenne, il n'y aura jamais de retour à la phase baseline, donc on ne peut plus rien faire. Donc voilà, il y a certaines faiblesses qui sont inhérentes à ces protocoles. Eh bien merci, je suis allé trop vite, je le sais, et je m'en excuse. Voilà.